Il y avait beaucoup de femmes présentes à des postes de direction et je rends hommage à la boîte d'avoir mis ça en place, c'était bien. Mais n'empêche qu'on était quand même dans un univers masculin. Alors, il n'était évidemment pas question de dire, bon, écoutez les gars, je fais pas ma business review parce que j'ai mes règles. Donc oui, j'ai arrêté au mois de février cette année. Depuis, je suis en pleine lune de miel avec ma retraite. C'est un pur bonheur. Les symptômes que j'ai pu avoir, par exemple de perte de sommeil, j'ai jamais très bien dormi. Je les ai plutôt attribués au stress dans lequel je vivais. J'étais préoccupée. Mais aujourd'hui, tu comprends que c'était pas que ça ? Je suis convaincue que c'était pas que ça. Et je regrette de ne pas l'avoir su à l'époque. La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. Bonjour Sylvie. Bonjour Aude. On s'est rencontrés dans le même groupe de théâtre. On fait du théâtre ensemble depuis 1 an. Oui. J'ai adoré te voir sur scène et retrouver les scènes que j'ai re-regardées avec les petits bouts de films qu'on avait pris à la fin de l'année. Merci, c'est adorable. Mais moi aussi, j'ai adoré les moments qu'on a passés ensemble et cette pièce que nous avons présentée, c'était génial. Alors, on entend quelques bruits de travaux, mais ça va pas du tout nous déranger parce que normalement, il y a un filtre sur la bande qui fait que ça se nettoie très bien. Ne t'inquiète pas pour ça, vraiment. Donc, j'ai eu envie qu'on fasse cette interview ensemble parce que tu as 65 ans aujourd'hui et tu m'as raconté que tu avais eu une ménopause extrêmement tardive. Oui. Et que tu avais encore des symptômes et que tu avais toujours été dedans. Et donc, avec le recul de ton âge, vu que ça a commencé quand tu avais 49 ans, tu as beaucoup de choses à en dire. Donc, ma première question, c'est comment s'est passée ta ménopause ? D'accord. Alors d'abord, je voulais je te remercie de m'interroger. Je trouve que ton initiative est formidable. J'ai été confrontée on va pas dire au tabou de la ménopause, mais c'est vrai que l'idée ménopause entraîne tellement de notions de plus avoir d'enfants, être une vieille femme, etc., que quand tu m'as dit que tu faisais un podcast sur la ménopause, j'ai trouvé que c'était génial, et j'espère que ça servira à plein d'autres femmes, pour avancer. Voilà. Alors, donc, pour revenir à la question, comment s'est passée ma ménopause, comment elle se passe? Alors, elle s'est passée, j'allais dire, j'ai été réglée jusqu'à l'âge de 57 ans. Ouais. Donc, pour répondre de manière un peu rapide à ta question, je pourrais te dire qu'à l'époque, quand je comprenais que la ménopause c'était l'arrêt des règles, c'est très bien passé parce qu'en fait, j'ai eu mes règles jusqu'à 57 ans, ça s'est arrêté à 57 ans, donc j'ai été ménopausée à 57 ans. Sauf que, évidemment, tout ce qui est périménopause et post-ménopause et tous les symptômes qui accompagnent ce moment clé de la vie sont apparus au gré du temps. Certains ont disparu, d'autres sont demeurés. Mais je n'ai pas pris conscience, au moment où je le vivais, que c'était des syndromes de la ménopause. Alors, mis à part peut-être les bouffées de chaleur, parce que ça c'est presque convenu. Mais par exemple, la sécheresse de la peau, la perte du sommeil, la prise de poids. Et tout ça, ça a commencé quand? Tu m'as dit 49 ans, c'est ça? Alors, ça a commencé à 49 ans. J'ai commencé par avoir des vrais problèmes de sueur nocturne. Ah oui. Pas vraiment des bouffées de chaleur. Enfin, j'avais chaud tout le temps. C'est même plus une question de bouffées de chaleur. J'avais chaud tout le temps. Voilà. Donc, j'imposais à tout le monde autour de moi de laisser les fenêtres ouvertes, de baisser le chauffage. Enfin, invivable, en fait. Je crois que j'ai l'impression d'être aux Canaries en permanence. C'était pas désagréable pour moi, mais c'était pas facile à vivre pour les autres. Et vraiment, j'étais plus du tout en phase avec le climat. Je me réjouissais que l'hiver arrive. Je me promenais pieds nus tout le temps. Enfin, bon. C'était plus compliqué dans ma vie professionnelle parce que j'imposais des fenêtres ouvertes en réunion des collaborateurs. Qui étaient gelés. Et comme t'étais la chef, de toute façon, ils pouvaient rien dire. Comme j'étais la chef, ils se gênaient pas pour me le dire.
je faisais attention et puis bon, voilà. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis bon, j'avais très peu conscience de ça. Et puis il se trouve que quand je consultais mon gynéco, la question était est-ce que vous vous êtes réglé? Oui. Bon, donc voilà, je pensais pas à dire ou à poser la question de savoir mais y a-t-il d'autres symptômes, quand est-ce qu'on prend des hormones ou quoi que ce soit. J'étais réglée. Donc il y avait pas d'autres questions qui étaient posées. Exactement. Donc en fait, il s'est passé ce qui se passe souvent quand on est une femme et qu'on a des amies femmes, c'est qu'on parle avec nos copines et on se fait des confidences. Et j'ai beaucoup appris de mes amies qui disaient spontanément oh, j'en peux plus, mon caractère a changé, heureusement que je prends des hormones, j'ai passé une année épouvantable, j'avais envie de tuer tout le monde, maintenant ça va beaucoup mieux, je me suis restabilisée. Une autre qui me disait moi j'ai des bouffées de chaleur épouvantables. Donc tout d'un coup, par l'expérience des autres, on commence à apprécier ce qui nous arrive. Ceci dit, il se trouve qu'à 49 ans et dans les années qui ont suivi, ma vie professionnelle a été assez mouvementée. Qu'est-ce que tu faisais comme métier? Alors, je dirigeais une maison d'édition juridique à l'âge de 49 ans. J'ai été licenciée en même temps que tout le comité de direction de l'époque, après 20 ans de bons et loyaux services, comme le comité de direction de l'époque, pas plus pas moins. Il s'en est suivi 5 années au cours desquelles j'ai entrepris de monter mon cabinet d'avocat, de rentrer dans la presse, de faire de l'accompagnement, coaching, de me former au développement personnel. Enfin, j'ai eu 5 années très fécondes pour chercher ma voie. À la cinquantaine. À la cinquantaine, entre 49 et 54 exactement. Donc c'est vrai que à la fois j'étais dans le principe de la découverte d'autres activités, de rechercher une autre d'alternative ou de propositions professionnelles. Bon, et puis j'étais dans ce stress de forme de précarité de pas avoir d'emploi, mais pour autant j'étais assez cool puisque j'avais plus les stress de présenter des business reviews à Amsterdam aux actionnaires de la société cotée en bourse dans laquelle je travaillais à l'époque. Bon, donc tout ça pour dire que les symptômes que j'ai pu avoir, par exemple de perte de sommeil, j'ai jamais très bien dormi. Je les ai plutôt attribués au stress dans lequel je vivais, ou à mes préoccupations de créer mon cabinet d'avocat, de trouver une association avec un avocat, enfin, ou même donc de présenter mon budget. Enfin, je veux dire, quel que soit le truc, j'étais préoccupée. Mais aujourd'hui, tu comprends que c'était pas que ça? Je suis convaincue que c'était pas que ça. Et je regrette de pas l'avoir su à l'époque. Mais je me suis pas posé la question et je me suis tellement pas posé la question que j'aurais pu commencer par poser la question à la personne qui est quand même une des plus proches de moi encore aujourd'hui. J'ai cette chance d'avoir ma maman et à qui j'ai posé très tardivement la question. Je crois que j'ai dû lui poser il y a 5 ou 6 ans seulement. Donc j'avais déjà pratiquement 60 ans. Comment s'était passée sa ménopause? Et là, elle t'a répondu? Oui. Oui. Et là, j'ai été affolée quand elle m'a dit j'ai eu des bouffées de chaleur jusqu'à l'âge de 80 ans. Elle en a 89. Et là, je me suis dit, est-ce héréditaire? Jusqu'où ça va aller? Voilà, bon. Sinon, elle avait pris un traitement hormonal, elle. Moi, je n'ai jamais pris de traitement hormonal. Parce qu'il t'a pas été prescrit? Alors, oui, il m'a été prescrit à un moment donné quand j'ai eu, à la fin de mes règles, quand j'ai consulté mon gynéco l'année de mes 57 ans. Il m'a prescrit un patch en me disant ça devrait régler alors vos problèmes d'insomnie, de bouffées de chaleur. Alors j'ai acheté ce patch, je l'ai mis. Au bout d'un quart d'heure, il m'a démangé comme c'était pas possible. Et au bout d'une demi-heure, j'ai fait de la tachycardie. Je l'ai arrêté, je l'ai arraché. Je l'ai jamais remis en me disant trouvons une autre façon de faire. En même temps, il n'y a pas que les patchs. Non, mais bon, voilà. Alors à l'époque, donc, tout ça pour dire quand même. Alors je reviens sur le fait que je travaille, je suis licenciée, je me lance dans une période très féconde de recherche d'activité avec
une forme de convalescence aussi, par rapport à un travail très prenant pendant des années, tout d'un coup s'épanouir dans le fait de créer son cabinet d'avocat, faire sa propre activité, se stresser mais s'épanouir aussi, jusqu'au moment où je suis embauchée dans les services de l'administration, des services du Premier ministre. Bon, très bien, là je trouve un rythme absolument magnifique. Je ne dis pas que les gens ne travaillent pas dans l'administration. Non, mais c'est au contraire démentiel, le rythme dans ce genre de service, non? Alors, il y a ceux qui sont animés par le sens du service public. Il y a de tout. Ouais, mais j'ai envie de dire que c'est partout, c'est pas différent d'une entreprise privée. Mais ce qui était génial, c'était l'ambition de ces sites, notamment servicepublic.fr, Légifrance, donc des sites d'information à destination des administrés ou des justiciables, voilà. Et c'était... J'adore ce vocabulaire pour dire juste de tout le monde, en fait. De tout le monde, voilà, tout le monde. Et c'était passionnant parce qu'on avait de très belles ambitions et d'assez gros moyens pour mettre en place ces propositions et ces services. Et j'ai trouvé des gens très bienveillants, vachement sympas, avec lesquels j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler. Et je dis ça parce que on travaillait beaucoup, mais pour autant, il y avait une forme, je sais pas, de culture d'entreprise, de bienveillance, enfin, de quelque chose d'assez agréable, qui est important puisque au mois de décembre de l'année 2011, je crois, donc je devais avoir 53 ans, je me suis effondrée une nuit. J'ai été prise de douleurs épouvantables dans le ventre, des vomissements, etc. J'ai consulté un médecin. Alors on a d'abord pensé à des coliques néphrétiques, enfin bon, tas de choses. On a suivi plein de pistes. J'ai passé des examens très approfondis, tout ça pour finir à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et Port-Royal par diagnostiquer une endométriose que je n'avais jamais pris en compte, ni même comprise. À 53 ans, tu as découvert que tu avais souffert d'endométriose toute ta vie. Exactement. Pas toute. Alors, je peux pas dire toute ma vie, mais depuis l'âge de 45 ans, j'avais des règles très abondantes qui me faisaient beaucoup souffrir et je carburais au Doliprane. Et même ça, ta gynéco était pas au courant que tu avais des règles douloureuses? Je le disais. Mais quand tu dis règles douloureuses, tu vois, s'il y a rien qui... Et puis je sais pas, j'ai l'impression que le principe d'endométriose, enfin le syndrome d'endométriose, on le prend en compte depuis une dizaine d'années, pas plus. Ouais. Or, je parle d'un temps... Moi, je l'ai découvert quand Lady Gaga en a parlé. Et voilà. De l'importance de partager et de communiquer et qu'il y ait des personnes célèbres qui s'expriment sur le sujet. Ouais. Alors donc, je suis tombée des nues. J'ai été arrêtée pratiquement 1 mois et demi, tant j'étais mal fichue. Bon, ensuite, j'ai repris mon travail et j'avais vraiment des conditions de travail très agréables. Donc, bon. Et alors, à l'époque, j'étais tombée sur des gynécos hyper sympas, jeunes, à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Enfin, j'allais dire à la pointe, sortant de leurs études, donc vachement informés par rapport à d'autres praticiens qui peut-être avaient pris des habitudes différentes, plus âgés, etc. Bon, encore que mon gynéco est génial, il doit avoir 70 ans et formidable. Mais bon, en tout cas, je me suis retrouvée confrontée à des jeunes gens. J'étais la première surprise de voir que j'avais l'impression qu'ils auraient pu être mes enfants, mais ce qui était le cas d'ailleurs, et qu'ils étaient aussi doués et compétents. Et là, le truc a été, bon, écoutez, vu votre âge, vous allez être ménopausée, vous avez 53 ans, on va attendre, voilà, attendez que la ménopause arrive. On va pas agir sur l'endométriose maintenant, donc continuez à gérer comme vous l'avez fait, et puis, bon. Donc, ça a duré 4 ans encore. Ouais. Voilà. C'était compliqué, mais bon, voilà, j'ai géré. Et là-dessus, à l'âge de 54 ans, on m'a proposé un poste qui était totalement impossible à refuser, de prendre une direction d'une maison d'édition juridique très connue pour ses codes civils et autres, des petits codes rouges, des éditions Dalloz. Ouais.
Bon, ça, c'était totalement irrésistible. Je suis éditrice Dans l'âme. C'est ma passion. J'ai toujours fait ça. Si j'avais eu un métier en dehors de comédienne, j'aurais aimé avoir ma maison d'édition. Bon, donc. En littérature, tu veux dire? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. J'ai toujours relu les manuscrits de mes copains qui, avant qu'ils les envoient. Bon, certains ont été publiés, donc c'est plutôt pas mal. Mais donc je rentre aux éditions Dalloz et là, je me trouve dans un groupe avec énormément de travail, et, beaucoup d'exigences. Dalloz, c'est une maison qui est connue, qui a des auteurs qui sont souvent des membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, des professeurs, etc. Il y a beaucoup de cérémonies, célébrations, remises de prix, discours, conférences, y compris le week-end. Bon. Donc j'avais une activité complètement dingue. Je partais à 8h du matin, je rentrais souvent à 11h du soir. Et alors, je dis ça parce que, au fond, à ce moment-là, et ça a duré pendant 6 ans, 5 ans, j'ai adopté un mode de vie d'ascèse, d'athlète. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que j'ai complètement, je sortais plus. J'avais beaucoup bu d'alcool, mais je me gardais bien de boire même une coupe de champagne et un cocktail. J'avais un régime alimentaire hyper frugal, on va dire. Ouais, et je faisais beaucoup de sport dès que j'en avais la possibilité. En me disant, il faut que je tienne. Et il faut que je tienne, il faut que je sois présentable, il faut que je sois en forme, il faut que je sois tonique, il faut que j'assure ma vie professionnelle dans la journée et le soir, et quand il y a des cérémonies ou des cocktails, etc. Alors, c'était pas tous les soirs, on va dire que c'était en moyenne 1 ou 2 fois par semaine, mais c'était pas mal quand même. Je dis ça parce que à ce moment-là, en dépit de cette mesure drastique d'ascèse, j'ai pris 10 kilos. Ah. C'est là où c'était étonnant. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait là non plus, et je ne faisais pas du tout le lien avec la ménopause. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours eu tendance à grossir quand je suis stressée. Enfin, je suis dans la nature, je pense, inverse de la tienne. Tu stresses même sans manger et tu te mets à grossir, c'est ça? Exactement. Voilà. Et bon, après, je peux pas dire que peut-être je me surnourrissais un peu trop de chocolat de temps en temps en pleine nuit aussi, et que finalement je le prenais pas en compte, mais que ça ne devait pas aider. Voilà, mais j'avais mes compensations. Mais de là à prendre 10 kilos, ça a été vraiment la chose la plus surprenante. Il me soit tombé dessus. Et ça a été très pénible. Parce que là, pour le coup, le corps se transforme vraiment. On prend un coup de vieux. Et c'était quoi, 2 kilos par an à peu près? Oh, je pense que ça a été plus rapide que ça. J'ai dû prendre 10 kilos en 3 ans. Ouais. Tu vois, ouais, c'est 4 kilos, 2, 1, enfin voilà. 10 kilos, oui. Bon, donc changement complet de look, de vestiaire, de trucs. Alors qui en plus arrive entre 55 et 60 ans, donc un moment où on a plutôt envie de donner une image sans tricher sur son âge. J'ai jamais caché mon âge, et j'en fais même un point de, enfin normal, ni de fierté, ni d'orgueil, ni quoi que ce soit. Mais bon, j'ai mon âge et je l'assume. Mais voilà, on essaye de se tenir, et donc c'était très pénible pour moi de me voir changer comme ça, de me voir vieillir là pour le coup. C'était un truc qui était un gros choc en fait. Bon, et puis donc là, comme symptôme à ce moment-là, donc prise de poids, sécheresse cutanée, mes cheveux changent de nature. Tu avais déjà commencé à les teindre? Parce que là aujourd'hui t'es blonde. Oui. Ouais. Oui, je suis blonde depuis 25, très longtemps. D'accord. Oui, j'avais commencé à les teindre et je continue à faire exactement ce que je faisais pour les entretenir jusque-là. Mais bon, ils sont mis à se casser, enfin, plein de trucs. Bon, naturellement, alors les suées nocturnes, la perte de sommeil. Alors, la perte de sommeil, j'ai fait le lien avec la ménopause en allant un jour faire une prise de sang pour mon gynéco, où la laborantine, en me piquant, me dit vous allez bien, enfin me parle d'autre chose en fait, comme on fait toujours quand on voilà, pour me divertir. Et je lui dis oui, ça va, enfin en dehors du fait que j'ai pas très bien dormi. Elle me dit vous avez quel âge?
Bon, je lui donne mon âge, elle me dit, ça, c'est la perte de sommeil, c'est la ménopause. Voilà, exactement. Comment j'ai glané à certains... Alors, tant mieux, heureusement qu'il existe ces échanges, etc. Ouais. C'est peut-être moi qui ai manqué, sans doute, d'à propos en n'interrogeant pas les bonnes personnes suffisamment. Mais Non, mais t'es coriace aussi dans ta personnalité. Ouais. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et peut-être que je peux faire peur aussi. Voilà, coriace, on peut dire coriace. J'accepte. Voilà, donc je me suis retrouvée. J'ai compris un certain nombre de choses à ce moment-là. Voilà. Et puis, fin des règles à 57 ans avec... alors, si je dois être vraiment... parce qu'on s'est bien marré avec l'histoire avec 2 copines au bureau. J'ai plus de règles à 57 ans et elles reviennent une fois à 58. Et là, La vraiment... rebelote, tu dis c'est reparti. Ah ouais, non. Ah non. Ah non. C'est pas possible. Vraiment. J'ai vraiment... Ça m'a choqué. Que ça va jamais s'arrêter, ce truc. Mais c'est ça, j'étais la dernière des dernières déjà, à 57 ans, à continuer, et 58, il rebelote une fois, bon, heureusement ça s'est arrêté. Voilà, et puis, bon, les choses sont poursuivies comme ça, alors évidemment, plus d'endométriose, bon. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme symptômes? C'est tout. T'as pas eu de brouillard cérébral? Bon. C'est quoi un brouillard cérébral? C'est quand t'as l'impression que tu peux plus penser, quand les idées t'échappent. J'ai pas l'impression d'avoir attendu d'avoir la ménopause pour avoir du brouillard cérébral. Difficulté de concentration, de retrouver son idée, Ouais. ou perdre un peu, plus souvenir de ce qu'on voulait dire, ou des choses comme ça. Ouais. Si, un peu plus. C'est vrai. Tu vois? Exemple. Voilà. Oui, ça m'est arrivé. Encore, bon, j'attribue quand même beaucoup de choses aussi au contexte professionnel dans lequel j'étais, qui était extrêmement rude. Entouré d'hommes, ça c'est pas... On imagine bien que dans des comités de direction aujourd'hui, même s'il y avait une part certaine accordée aux femmes dans le groupe Lefebvre d'Alloz dans lequel j'ai travaillé, mais vraiment, il y avait beaucoup de femmes présentes à des postes de direction et je rends hommage à la boîte d'avoir mis ça en place, c'était bien. Mais n'empêche qu'on était quand même dans un univers masculin. Alors, il était évidemment pas question de dire, écoutez les gars, je fais pas ma business review parce que j'ai mes règles. Mais il y a eu des moments où on se sentait quand même moins en forme. Voilà. Bon, après, c'est peut-être pareil pour tout le monde, j'en sais rien. En tout cas, je me suis sentie beaucoup plus fatiguée, avec beaucoup moins de capacité de récupération à partir de 60 ans. Là où jusque-là, voilà, on veut dire qu'il y a eu une première étape à 55 ans où j'ai senti que quand justement je sortais 2 fois dans la semaine, j'étais épuisée, d'où le régime d'athlète pour essayer de tenir le choc, voilà. Et à 60 ans, là, vraiment une incapacité. J'avais beaucoup de mal à récupérer la moindre sortie en semaine, un truc où il fallait se lever tôt, se coucher tard, etc. Et pourtant, t'as pris ta retraite que cette année. Donc ça Alors a continué. oui, j'ai pris ma retraite. Après, on a aménagé ces dernières années. On m'a confié les 3 présidences des 3 maisons d'édition du groupe Lefebvre d'Alloz dans les 2 dernières années de mon activité. Donc j'étais présidente de 3 couronnes, comme disent mes amis. Bon, mais aménagé. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus un rôle de représentation qu'un rôle opérationnel. Et donc ça, c'était formidable. Parce qu'en fait, j'avais le temps de préparer mes discours, de me rendre à un cocktail, d'être dans la relation publique ou de représenter le groupe dans des instances syndicales et professionnelles de la défense des éditions. C'était passionnant et c'était très bien. Donc là aussi, moi, j'ai eu une fin de parcours professionnel absolument génial. Je dois dire que... Donc oui, j'ai arrêté au mois de février cette année. Depuis, je suis en pleine lune de miel avec ma retraite. C'est un pur bonheur. Qu'est-ce que tu en fais de ta retraite? Tu fais du théâtre, c'est l'année où tu as commencé le théâtre. Exactement, je fais du théâtre. Et tu m'avais raconté cette anecdote que c'était ta maman qui t'avait dit, mais maintenant que tu as du temps, fais du théâtre, remets-toi c'est ma maman. À la comédie. Oui, c'est maman. Oui, je m'interrogeais avant de passer à la retraite en disant, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? J'ai toujours bossé comme une dingue. Ma vie est autour de l'édition, j'adore ça, etc. Et bon, alors, et puis tout à coup, voilà. Puis c'est là qu'elle m'a dit, mais pourquoi pas le théâtre?
Et là, tu connais la suite. Voilà. Ouais. Parce que tu avais déjà fait du théâtre plus jeune, c'est ça? Oui, j'avais fait du théâtre. Alors oui, au début de ma vie professionnelle, je m'étais inscrite au cours Florent. Et je crois que j'ai jamais eu autant de trac de ma vie qu'au cours Florent. Et que j'ai pris le goût du trac et du bon trac en faisant mes premières apparitions, entre guillemets, enfin, en montant sur scène pour les premières fois. Ce truc qui te pétrifie, où tu te dis que tu vas pas y arriver, qu'il y a un blanc total. Et puis tout d'un coup, il y a le public qui est là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un échange. Et tu donnes et tu reçois. Voilà. Et ça, j'adore. Donc, c'est maman qui m'a dit ça. Alors, donc, je fais quoi de ma retraite? Eh bien, je découvre donc déjà le fait d'avoir du temps. Prendre du temps pour soi, c'est une chose, mais aussi, enfin, pour les gens qu'on aime. Ça, je crois que c'est le premier point. Tu penses que tu les avais délaissés avant? Bah, je peux pas dire délaissés, mais parce que je délaisse personne, je suis super fidèle, mais j'avais moins de disponibilité. Donc, j'accordais moins de temps, j'étais moins patiente, moins disponible. J'étais pas capable d'aller à un dîner en semaine ou aller... Bon, voilà. Donc, là, par exemple, je me suis inscrite avec un groupe d'amis. Nous avons pris un abonnement au théâtre de la ville. Donc, bon, je vais au théâtre, je sais pas, pratiquement toutes les semaines avec eux, avec d'autres. Ne serait-ce que ça. Voilà. Sortir pour le plaisir de soi-même. Oui. Pour son plaisir, plutôt. Quel bonheur. Aller prendre un verre après, rentrer à minuit sans se dire je vais être épuisée demain matin, tant mieux. Donc oui, retrouver le plaisir du temps, d'accorder du temps aux gens qu'on aime. Bon, après, je me suis lancé des petits défis parce que je suis d'une famille d'artistes. Mes parents, ma sœur, sont tous assez doués de leurs mains, ils font un tas de choses, etc. Alors moi, j'ai été cantonnée à la musique, c'est-à-dire à passer des disques, en fait, non pas à en jouer, même pas. Parce que, voilà. Donc j'étais experte musique de la famille, là où les autres étaient et sont d'ailleurs vraiment fans d'art contemporain, vont à toutes les expos, connaissent un tas de trucs. Donc alors je capte des bribes de trucs quand même, mais bon. Alors j'osais pas trop me lancer dans tout ce qui était art plastique et tout ça, avec certaines comment dire, un peu de complexe à force de m'entendre dire que ce que je faisais était moche. Bon. Et puis, une de mes amies qui m'a invitée un jour à un cours de sculpture. Ça a été une découverte. Et donc, le temps ayant passé, ça fait une dizaine d'années maintenant, cette amie et moi avons notre propre atelier de sculpture, par exemple, pour dire que il faut entreprendre, il faut oser. Et ne pas se laisser cataloguer comme on peut l'être à un certain moment. C'est peut-être une évidence pour des tas de gens, mais je sais pas, il y a des complexes qu'on peut trader trop tard et il est toujours temps, en tout cas. De devenir artiste? Ouais, et d'aller à l'écoute de soi-même. En fait, je me fiche complètement qu'on pense que mes œuvres soient jolies, belles, je sais pas quoi. Ce qui me plaît, c'est de les faire. Et si elles me plaisent, je cherche pas à les vendre, je suis pas du tout dans cette perspective. J'appelle ça mon atelier de terre happy. Voilà. Donc tout le principe, c'est après ça me fait vachement plaisir quand quelqu'un me dit waouh, c'est chouette, waouh, ça a du souffle, c'est bien. Mais peu importe en réalité. Voilà, je suis pas dans cette recherche là. J'ai une autre quête qui est d'aller à l'écoute de mes talents, de mon sens artistique. Donc je me suis mise au dessin aussi. Et là, j'éprouve énormément de plaisir avec un truc qui est hyper simple, c'est qu'un carton, un petit carnet à dessin et un crayon, une gomme, ça se glisse n'importe où dans un sac. Et j'ai toujours un petit carnet à dessin sur moi pour dessiner et croquer un truc. Voilà. Donc oui, voilà ce que je fais aujourd'hui de ma retraite. Du temps passé avec mes copains, mes amis, ma famille. Quelques activités artistiques, des loisirs, parfois studieux, mais pas, enfin, je cherche pas ça. Et le théâtre, et les voyages. C'est un bon équilibre pour toi. Alors, c'est un bon équilibre, et le sport, bien sûr. Alors, si on doit revenir, justement... Tu les as reperdus, tes 10 kilos? Alors, justement, grâce au confinement, qui nous a un peu obligés les uns et les autres à rester chez soi,
j'ai été obligée d'interrompre. Tout s'est interrompu pendant pratiquement 2 ans. Ce qui a été une magnifique occasion pour moi de rompre avec le rythme infernal, 8h du matin, 11h du soir, les cocktails, les machins, les trucs. Et donc, j'ai consulté une nutritionniste et en lui disant, je cherche pas à faire un régime, je me méfie de moi-même. Qui dit régime dit début et fin du régime. Donc, qui dit ça, dit entorse, je récupérerai bien, ou je tiens pendant 2 mois, on verra après, parce qu'après, etc. Ça, j'en ai fait des dizaines. C'est vrai que ça a toujours marché, et puis j'ai toujours repris du poids. Donc, je suis allée consulter une nutritionniste, très sympa, en lui disant, moi, il faut me proposer une nouvelle forme d'alimentation. Je pense que je suis complètement pervertie par du junk food. Alors, c'était pas des hamburgers ou des trucs comme ça, mais voilà, cuisine rapide, des plats tout prêts, enfin. Et j'ai pu, grâce au confinement, cuisiner, puisque je pouvais lancer je sais pas moi, une cuisson de légumes à la vapeur pendant une visioconférence sans que ça gêne qui que ce soit. Et donc j'ai complètement revu mon alimentation et grâce à ça j'ai perdu tout le poids que j'avais pris à l'époque. Alors j'ai jamais été très mince, mais c'est pas ma nature. Mais donc je me suis débarrassée de ces 2 valises que je travaillais au bout des bras. Et du coup, je fais avec beaucoup plus de plaisir du sport, de la marche et de la natation maintenant, parce que j'ai moins de poids à porter aussi. Donc je me sens mieux en fait. Voilà. Tu es à l'aise avec ton image aujourd'hui? Oui, je suis à l'aise avec mon image. T'as rien envie de retoucher, tu restes comme ça. Alors bon, si la question parce que retouche, le spectre est large. Hein. Exactement, le spectre est large. Donc naturellement, j'ai consulté un chirurgien esthétique l'année dernière, vachement sympa, qui m'a reçu. Alors, je voulais refaire l'ovale du visage. Bon, bref, de fil en aiguille, ça a duré 2 heures. Je vais pas reprendre tout, mais le climax, c'était donc après m'avoir expliqué que si on refaisait l'ovale du visage, il fallait mieux aussi envisager de refaire alors un lifting du front, puis des paupières, puis bon bref. Parce que sinon ça allait être déséquilibré si tu remontes ce cou un petit peu tombant qu'on a toutes. Là, moi je l'ai pas encore, mais je sais que ça va venir. Après ça fait un déséquilibre dans le visage. Exactement. Donc il faut tout faire en même temps. Il faut tout faire. Avec comme condition préalable, alors ça c'est la première contradiction, enfin c'est une des grandes contradictions de ma vie, qui est que il faut arrêter de fumer 2 mois avant l'intervention et 2 mois après. Or, je fume, ce qui n'est pas bien du tout. J'essaie de m'en débarrasser, j'y arrive pas, c'est plus fort que moi, ça m'énerve, mais je le dis, peut-être que ça va me forcer à réagir en me disant, je ne sais pas. Bon, alors, premier truc, donc déjà arrêter de fumer. Lui-même était très sympa en me disant qu'il n'arrivait pas à arrêter de fumer, donc il comprendrait très bien que je puisse pas le faire. Donc déjà, on était bien partis. Et alors, quand il m'a demandé de lui apporter des photos de moi, parce que c'est la première fois que je le voyais, à l'âge de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, pour voir à quoi je ressemblais et à quoi je pourrais ressembler, là, je me suis dit, mais effectivement, à quoi vais-je ressembler une fois que tout ça sera fait avec un type qui m'a pas connu depuis le berceau. Enfin, bien sûr. Veux dire que il te remodèle et du coup, il lui faut un modèle. Mais oui. J'avais jamais pensé à ça. Mais moi non plus. Et donc, j'étais assise en face de lui sur une chaise tournante avec un miroir à la main comme ça. Et alors, je me regardais dans le miroir et il tirait avec les 2 mains donc sur ma peau pour me dire si je fais ça, vous vous reconnaissez, si je fais ça, si je tire ici, si je baisse là. Et je me disais, mais je sais pas à quoi je ressemblais. Alors, je lui faisais pleinement confiance. C'est pas du tout le sujet, mais c'est moi qui ai été troublée par ça. Et bon, voilà, je me suis dit que j'allais réfléchir et ça fait 1 an et demi que je réfléchis. Si j'ai un truc à dire, je pense, c'est que j'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû envisager une chirurgie esthétique parce que oui, j'aurais aimé enlever cette espèce de petite peau du menton qui est moche, qui vieillit, ces petites rides d'amertume qu'on a sur le côté, qu'on essaie de masquer en souriant. Côté de la bouche. Ouais, sur le côté de la bouche. Bon, les paupières, le regard, voilà. J'aurais dû faire ça petit à petit, entre 50 et 55 ans et pas attendre. Et ça aurait tenu jusqu'à aujourd'hui? Je sais pas.
Mais en tout cas, ça aurait été moins choquant que de faire ça à 65 ans où il semblerait qu'il y ait beaucoup de dégâts à réparer. Enfin, je sais pas, c'est pas ce point, mais ça me semblait être un énorme chantier en réalité, alors que ça aurait peut-être pu être fait de manière par tranche, étalé dans le temps depuis plus longtemps. Et puis peut-être que j'aurais arrêté de fumer plus tôt, ça aurait été bien aussi. Voilà. Mais je regrette de pas l'avoir fait avant. Donc j'incite toutes mes copines plus jeunes qui se posent la question à le faire. Ouais. Sans attendre, au moins consulter. Bon, voilà. Alors après, j'ai fait un peu d'injection d'acide hyaluronique comme tout le monde. Et puis, bon. Ça a donné quelque chose? Je sais pas. Ça m'a fait du bien. Au mental? Ouais. Voilà. Je me sentais mieux. Je peux pas dire que c'était frappant. Mais bon, encore une fois, oui, bon, je sais pas en réalité, pour être honnête, je n'ai pas vraiment de notion de l'apparence que j'ai. Je sais pas si Moi, je t'éprouves te ça. trouve très jolie. Non, alors c'est pas du tout le sujet parce que moi je me trouve, peu importe. Non, merci en tout cas. Je trouve que tu as une très belle allure. Enfin, tu as choisi d'avoir des cheveux blonds, longs, raides, et je pense que ça ajoute énormément à ton allure générale. Et puis tu as une prestance aussi, donc c'est un tout. Enfin, ce qu'on voit, c'est, je pense, beaucoup les cheveux et beaucoup la prestance générale et la voix. C'est ça. Je suis entièrement d'accord. Mais voilà, merci, c'est sympa. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis la première surprise quand je me vois en photo, de voir ce que je suis devenue. Comme dirait l'autre, comment tu étais, comment tu es devenue, tu vois, vraiment. Et ouais, donc j'ai du mal à imaginer ce que je suis. Et au-delà de ça, jusqu'à il y a pas très longtemps, je pense que j'avais, indépendamment de mes responsabilités professionnelles, où peut-être je me transformais en Mr. Hyde, en Dr. Jekyll plutôt, j'espère. J'ai souvent quand même, je suis assez juvénile. Et j'ai gardé un esprit assez juvénile. Peut-être parce que j'ai pas eu d'enfant, encore que j'en sais rien. Mon père est pareil, il a eu 2 filles, donc bon, pas de raison. Et j'ai longtemps eu 14 ans et demi d'âge mental. Hein. Je veux dire que je suis passée à 17 ans et demi il y a pas très longtemps, tu vois, d'âge mental. Oui. Je suis assez enthousiaste, je peux vite m'emballer pour des trucs, j'adore me marrer. Donc il y a un tas de choses où je suis dans la vie... voilà, et je trouve qu'on a une chance folle de vivre ici aujourd'hui. Bon, certes, il y a un contexte qui est compliqué, etc. Mais enfin, prendre sa place dans le monde, l'occuper, Ouais. contribuer au monde et donner au monde ce que l'on reçoit. Bah, ouais, enfin, c'est voilà, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire de ma retraite, tu vois. Je voudrais revenir sur ta carrière professionnelle en tant que femme. Tu as dit rapidement que effectivement, il n'était pas question de dire que tu étais down quand tu étais down et qu'il fallait assumer tous les jours de la même manière. Et qu'en fait, tu l'as fait sans avoir l'impression que c'était un effort pour toi. Enfin, c'était juste les codes et c'était comme ça que ça marche et tu l'as fait. Point barre. Est-ce que tu as un autre regard aujourd'hui là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à changer là-dessus? Parce que tu étais dans une entreprise très bienveillante à l'égard des femmes, très bienveillante tout court, qui faisait un point d'honneur à promouvoir des femmes et à les faire monter. Donc c'est quand même un travail en amont pour arriver à les former, les garder, aller les chercher. Et malgré tout, tu continues à dire, oui, mais bon, quand même, c'était des codes masculins. Oui. Alors, pour aller un peu plus loin encore, j'ai eu la chance de tomber dès le départ. Enfin non, c'est pas vrai. On va recommencer. Quand j'ai commencé mes études de droit, je me suis inscrite en DESS de droit des affaires à l'université de Paris 1. Il y avait un oral, un entretien. Et je suis tombée sur un avocat ou un conseiller juridique à l'époque, qui faisait passer les entretiens et qui donc était censé m'interroger sur mon parcours d'étudiant, mes envies, etc. Et m'a posé la question de comment envisagez-vous votre vie de conseiller juridique ou d'avocat en tant que femme? Mais alors, je lui ai dit, mais comme vous. Mais je m'étais même pas posé la question. En plus, j'avais été moi-même élevée par des parents qui ont tout fait pour nous émanciper, ma sœur et moi. Enfin, jamais j'ai entendu dire quoi que ce soit sur t'es une fille, c'est un garçon, il faut te marier, il faut avoir des enfants. Enfin, ni une chose ni son contraire. Vraiment une liberté totale de choix dans tous les sens. Et beaucoup de principes d'indépendance, d'autonomie et d'émancipation. Donc, autant dire que déjà, cette première question, quand je finis mes études en 3e cycle, j'étais sidérée. Bon. Après ça, je me suis trouvée confrontée, j'étais dans un milieu
de petits cabinets d'avocats, de conseils juridiques, un peu tradis. Ça avait un petit côté buffet froid à la Bernard Blier. Enfin, c'est comme ça que je le voyais. Hein. C'était pas vraiment ça. C'est-à-dire que c'était très conformiste, très conservateur, meubles en pire, tenture verte au mur, tout en acajou. Enfin, bon, pourquoi pas. C'est un décor de film de Chabrol. Et moi, au milieu de ça, qui avait envie d'en découdre, mais pas plus que ça. Mais alors, je passais au travers des réflexions que j'entendais quand j'arrivais pour tenir une assemblée générale. On me disait, vous êtes la secrétaire de... Je disais, non, je suis l'avocat. Mais ça m'empêche pas de vous servir un café. Voilà. Bon, après, j'ai eu la chance, dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai été, de rencontrer des hommes qui aimaient bien les femmes et qui avaient confiance et qui m'ont permis d'accéder au poste auquel j'ai accédé. Quand j'en parle avec mes amis qui ont occupé des fonctions de responsabilité comme ça, et encore récemment, on nous a traités comme des hommes. Alors, bon, est-ce qu'il y a un sexe dans le monde professionnel? Je sais pas. En tout cas, il ne devrait pas y en avoir un. Ni homme, ni femme, quelque chose qui soit un statut, où on puisse prendre en compte les compétences et les qualités de chacun en tant qu'être humain et pas en tant qu'homme ou en tant que femme. Ce qui m'a servi, et je suis pas la seule à le dire, c'est qu'en tant que femme, on a, alors bien sûr les hommes aussi, c'est valable, mais on a l'atout de la séduction, on a l'atout du charme, on a l'atout de quelque chose qu'on peut un peu plus utiliser, et je l'ai utilisé. J'ai jamais renoncé à être dans la séduction et dans le charme. Il y a des fois, ça n'a pas du tout marché, au sens même, ça m'a desservi face à des hommes qui étaient un peu machos, un peu coincés, et qui voyaient un danger potentiel peut-être dans le fait que, bon, alors j'étais pas toute voile dehors, quand même, tu me vois, et pour ceux qui me voient pas, bon, classique, quoi qu'il en soit, donc j'étais pas non plus, mais une pin-up ou je sais pas quoi, mais bon, j'hésitais pas à utiliser, voilà, mes atouts. Et, mais, pour revenir à ce que tu dis, je pense que, alors, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait prendre en compte le fait que les femmes sont confrontées à des vrais sujets de, je sais pas, ou de fatigue, enfin liés à leur état, par exemple de ménopause ou aux règles avant, hein, ou bon, peut-être qu'il faudrait prendre ça en compte. C'est pas bon, on a fait 100. Alors je dis pas que c'est bien, mais on l'a fait. Ouais. Alors c'est peut-être pas juste pour d'autres qui sont plus vulnérables, et c'est sûr que avoir une bonne santé, être résistant à la douleur, avoir une bonne capacité de résistance et de reconstruction, c'est sûr que ça aide. Dans ces milieux-là, c'est évident. Mais c'est pareil pour un homme, non? Mais tu dis pas, je voudrais que ces milieux-là changent, je voudrais qu'ils soient plus acceptants de la spécificité des femmes, là. Mais je sais pas ce que ça voudrait dire. Enfin, si, je peux dire ça. D'ailleurs, tu le dis très bien, donc j'adhère complètement à ce que tu dis. Mais en faisant quoi, par exemple? C'est moi qui pose la question. Accepter que les femmes restent chez elles quand elles ont des règles et qu'elles fassent tout à distance ces jours-là et que ce soit su et dit. Oui, alors d'accord. Qu'on décale des réunions importantes à cause de ces jours-là et... On n'a pas tous la même résistance à ça. Je sais pas, tu vois. Enfin, je trouve en tout cas que le sujet mérite réflexion, et de voir comment l'encadrer par rapport à des situations. Parce que effectivement, théoriquement, reculer une réunion importante le jour où une femme a ses règles, sauf que la plupart du temps, pour celles que j'ai connues, on était 10, on prenait l'avion, on allait à des réunions de 100 personnes. C'était impossible de renoncer, ou alors on accepte qu'une femme reste à distance et participe en visioconférence à la réunion au moment où c'est son tour de parler, par exemple. Mais renoncer à une réunion voilà, la réalité fait que je pense que ce serait difficile à mettre en œuvre. En revanche, le prendre en compte avec des mesures inspirées de ce qui s'est passé pendant le confinement, du télétravail, etc., oui, bien sûr, bien sûr. Et pour la ménopause, même chose, que
les hommes dans l'entreprise sachent ce que c'est que la ménopause, aussi bien que les femmes, et puissent... Alors là, gros sujet. Toutes mes copines à qui je parle de ménopause, on va dire que sur l'ensemble, j'en ai bien 80% qui me disent qu'elles ne veulent pas le dire, qu'elles ont détesté quand on leur a parlé de leur ménopause, que pour elles, c'est le fait de plus pouvoir avoir d'enfants, de perdre une féminité, une dimension féminine, y compris dans le regard de leur conjoint, compagnon, époux, et d'être classées dans les vieilles femmes. Alors moi, ça m'est pareil, c'est un truc qui m'est complètement pas du tout venu à l'esprit. J'ai jamais fait le lien entre ménopause et vieille. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas du tout fait le lien entre la ménopause et le fait de vieillir. Pour moi, on vieillit, et par ailleurs, dans le fait de vieillir, il y a la ménopause. Mais c'est pas la ménopause qui m'a donné ce coup de semonce. Au contraire, ça m'a même été youpi, libérée de ses règles, l'endométriose, etc. Mais voilà. Donc, il faudrait aussi, si on veut faire évoluer les choses en entreprise et que la ménopause soit prise en compte au même titre que l'endométriose et d'autres syndromes, briser ce tabou et montrer qu'il y a des femmes, on va dire plus mûres, mais chouettes, toniques, sympas, juvéniles, enthousiastes, voilà, désireuses de travailler, voilà. Et finalement, le problème, il vient en grande partie des femmes, tel que tu le dis. C'est les femmes qui ont un regard sur elles-mêmes qui posent problème et qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à dépasser. Non, c'est les femmes, oui, parce que c'est elles qui le traduisent, mais enfin, c'est peut-être l'image qu'on leur renvoie aussi, donc c'est un peu comme tout. On est quand même on le sait, c'est pas moi qui le dis, on est dans un monde patriarcal qui est en train d'évoluer, bon, lentement, mais sûrement. C'est sans doute le fruit de tout le regard qui a été posé sur une femme à partir du moment où elle est plus féconde, plus fertile. Enfin voilà, on a répudié des reines de France qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, enfin, ne serait-ce que ça. Donc, je pense que ça fait partie du même syndrome qui fait qu'on est encore loin de l'égalité homme-femme, ne serait-ce que dans le fait que les femmes elles-mêmes ne soient pas capables d'assumer sans se sentir dévalorisées ou ouais, c'est ça le sujet, tu vois. Donc, je sais pas, non, je pense que ça vaut, c'est bien pour ça que je trouve que ton initiative de faire ce podcast et d'entendre, de donner à entendre des témoignages de gens qui vivent plus ou moins bien, qui traduisent, mais qui vivent, qui surmontent, qui font d'autres choses, qui ne sont pas que un statut ménopausé, est extrêmement important. Ça va contribuer. Voilà. Et toi, t'es la seule de toutes tes copines, finalement, pour laquelle ça a été totalement décorrélé. Alors, je le comprends en partie du fait que c'est arrivé tellement tard que le sujet était déjà réglé depuis longtemps. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça. Tu te rends compte? Mais quelle était ta vie de couple à ce moment-là? Alors, là, j'avais un compagnon. J'ai eu un compagnon. Bon, alors j'ai eu, n'étant pas mariée, alors c'est pas ceci dit machin, mais sans être non plus. Là, j'ai eu de belles histoires et de belles rencontres. En particulier un compagnon avec qui j'ai vécu, qui avait 2 enfants, qui ne voulait plus d'enfants. Bon, comme moi, j'étais pas du tout, mais alors absolument pas, j'avais pas de désir de maternité. Ça aussi, c'est peut-être atypique. J'ai pas rencontré beaucoup de filles comme ça. C'est-à-dire que c'était clair pour toi que tu en voulais pas, ou non, c'était pas clair du tout, mais j'ai jamais trouvé je me disais pas, je vais tout faire pour avoir des enfants, ne serait-ce que ça, ce que font la plupart, enfin, ce que se disent, je vais pas tout faire pour avoir des enfants, ce que se disent les femmes en général, c'est moi aussi je le disais jeune, quand j'aurai des enfants. Mais ça faisait partie d'une phrase convenue, quand, je sais pas, quand j'irai en vacances, quoi. C'est pas plus réfléchi que ça. Et après, j'ai vu mes amis dire, s'inquiéter du temps qui passait pour certaines, en disant, il faut quand même, le temps passe, j'ai pas d'enfants, je voudrais des enfants, et tout faire pour ça. Et moi, je suis passée au travers de tout ça vraiment sans me dire que je voulais des enfants. Alors, j'étais donc avec mon compagnon, qui lui-même avait 2 enfants, dont
on s'est beaucoup occupé. Alors à l'époque, il était divorcé. On n'avait pas de garde alternée, c'est pas du tout encore quelque chose de courant. Mais néanmoins, on les avait pendant toutes les vacances. On les avait pratiquement un week-end, tous les week-ends, ou au moins un week-end sur 2. Et ça a été une expérience absolument géniale. C'est-à-dire que dès qu'on était tous les 4, lui, les enfants et moi, j'avais l'impression que le monde était fait pour nous. Je sais pas, il y avait comme une espèce de bulle qui se constituait de nous 4 dans le monde. Et une famille. Bah, ça doit être ça. Voilà, c'est une famille, exactement. C'est pour te dire si la notion m'est étrangère, hein. Voilà. Bon, bref, donc voilà, je suis restée très longtemps avec lui. On s'est séparés, tout en conservant une relation amicale très 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 forte aussi avec les enfants. Et puis le temps a passé. Bon, maintenant il est décédé il y a 4 ans. Et c'est quelqu'un qui me manque beaucoup. Bon, mais nous n'étions plus ensemble. Alors après, j'ai eu un compagnon pendant une quinzaine d'années et j'étais avec lui donc dans cette période entre 48 et 60 ans. Ouais, voilà, ça s'est fini il y a 5 ans. Donc que dire, ma vie amoureuse, bon, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance, hein, c'est pas du tout quelque chose qui était si j'avais pas de notion de famille, l'amour c'est quelque chose de très important pour moi. Et voilà, mais alors là pour le coup, je suis pas du tout hostile au fait de rencontrer quelqu'un ou je sais pas quoi, mais je provoque rien. J'ai envie de dire je cherche pas mais je trouverai. Voilà. Voilà. C'est moins fatigant. Voilà, donc maintenant je pense que qu'est-ce que je pense? Je sais pas. Je vois beaucoup de copains autour de moi qui commencent à avoir 60 ans, 65 ans et qui sont confrontés, les enfants étant partis, au fait de réinventer leur vie de couple. C'est une drôle de période aussi. Y compris pour les femmes. Alors ça, moi j'en parle en tant que grande témoin et confidente. Des hommes. Des deux. Des deux. Ouais. Autant l'un que l'autre. De la difficulté de réinventer, de se retrouver, tout en ayant une activité par ailleurs, hein, c'est pas du tout le sujet, mais les enfants étant partis, on s'est concentré sur les enfants pendant des années, tout était lié aux vacances des enfants, disponibilité des enfants, activité des enfants, maladie des enfants, études des enfants, enfin, ce qui est normal, hein. Puis tout d'un coup, ils ouvrent leurs ailes, ils quittent le nid, ne serait-ce que pour faire leurs études ailleurs, ils sont pas complètement partis, mais ils sont plus là. Et là, il y a un grand vide. Le syndrome du nid vide, c'est vraiment un truc qui est compliqué à gérer pour certains, et en particulier pour mes amies filles. Tu penses qu'ils vont divorcer? Non. Non, parce que il y a des choses qui les unissent, qui sont au-delà de ça, mais il faut les retrouver. Il faut s'accorder du temps. Et ils sont un peu chamboulés, là, de cette espèce de désœuvrement. Qu'est-ce qu'on fait voilà, certains voudraient être plus souvent ensemble, alors que le conjoint a pris l'habitude, par exemple, je sais pas moi, d'avoir un entraînement sportif de haut niveau pour faire du triathlon. Bon, bah tant que mon ami avait ses 2 filles à la maison, c'était pas très grave que l'entraînement de triathlon empiète sur une bonne partie du week-end. Maintenant qu'elle est seule et qu'elle l'attend toute la journée, qu'il ait fini de faire du vélo, de la natation et de la course à pied, c'est vrai que c'est plus long. Voilà. Ceci dit, du coup, je vais la voir. Finalement, c'est bien. Mais c'est vrai, enfin, je comprends ça. Je comprends. Mais voilà, on est confronté aux étapes de la vie aussi, ouais, dont je sais pas, dont on parle pas particulièrement, et pourtant, enfin, je m'étonne moi-même. Je te le disais tout à l'heure, mais hors micro, mais de n'avoir pas parlé à ma mère de sa ménopause. Je lui ai posé il y a 5 ans la question de savoir à quel moment, jusqu'à quand elle avait eu des bouffées de chaleur. Et quand elle m'a répondu jusqu'à 80 ans, autant dire que ça m'a pas réjoui vraiment. Mais je lui ai jamais demandé avant ce qu'elle avait eu.
C'est drôle. Ouais, parce que ne serait-ce qu'à la cinquantaine, moi je lui pose la question il y a quelques années. Mais toi, t'as vachement anticipé. Oui, moi j'ai anticipé. Dis donc, vraiment, un peu trop. Mais bon, t'as raison. T'as raison. Il y a des femmes dont la ménopause commence tôt aussi. Ouais, j'en ai interviewé certaines, ouais. Mais oui, tout le monde, de pas. Et c'est d'autant plus troublant quand ça commence tôt qu'on s'y attend pas du tout et on n'y pense pas. Exactement. Et ta mère a été une ressource, même tardivement? Est-ce que vous avez eu une vraie conversation? Toujours été une ressource. Oui, alors, oui, bien sûr. Mais j'ai une relation très de grande entente avec mes parents et en particulier avec ma mère depuis toujours. Donc, c'est une de mes amies. Enfin, voilà, tout en étant dans son rôle de mère. Il n'y a aucun doute possible si elle m'entend. Mais oui, c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses, qui me connaît très bien, que je connais très bien, qui me dit que je suis la personne qui la connaît le mieux. Voilà, par exemple. Ouais. Et dans l'autre sens aussi. Donc, je n'avais pas de tabou. C'était même pas la question d'un tabou de pas pouvoir parler. Ouais. C'est juste que si j'analyse la situation, je n'ai pas parlé de moi-même à mon gynéco, je n'ai pas parlé à ma mère. Je ne parle pas particulièrement à ma sœur qui a 10 ans de moins que moi et qui est sans doute confrontée. Quelquefois, je la vois passer certains trucs et je me dis on est en pleine ménopause, mais je le lui dis pas. Non, tout simplement parce que c'est probablement pas le moment de lui dire. Il y a des gens autour, etc., et que je devrais en reparler avec elle. Mais c'est spontanément, oui, c'est moi aussi qui suis pas allée peut-être chercher l'information, qui est capté des trucs comme ça qui passaient, mais sans aller chercher l'info, quoi. Je sais pas. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un petit dépliant chez les gynécos avec une liste des questions à se poser et à poser à son gynéco? Ça doit exister, hein. Mais peut-être que ça serait un petit guide, tu vois. Voilà, est-ce que vous avez bouffé de chaleur? Est-ce que votre peau a changé? Est-ce que vous avez pris du poids? Enfin, tout ce que je dis, tout le monde le sait. Mais l'identifier comme... Pardon. Mais identifier ça comme étant... Ne pas se dire que c'est quelque chose parce que on a une préoccupation, un souci de santé, un truc, un machin, un truc professionnel, un chagrin amoureux, enfin j'en sais rien, un enfant qui est malade. Pas attribuer sa perte de sommeil ou sa prise de poids à d'autres choses. Ouais. Ça peut aussi aggraver les choses, mais ça fait partie du symptôme, quoi. On a parlé de ta mère, j'aimerais bien qu'on parle de ta nièce, puisque tu as une nièce dont tu es proche. Est-ce qu'il y a des règles que tu voudrais ne pas lui transmettre? Quelles sont les règles que tu ne veux pas lui... Je crois que déjà que c'est elle qui est un modèle, hein. Elle est extrêmement concernée par le patriarcat. Elle a fait partie de mouvements féministes très actifs. Je pense que c'est le discours de ma sœur, et sans doute encouragé par moi aussi, mais enfin c'est pas moi qui ai élevé ma nièce pour cause. Mais n'empêche que donc dans dans la contribution et la participation active à la lutte des femmes, c'est elle qui est devant. Voilà. Alors, tu penses qu'elle a tout compris? Non, je pense que elle est peut-être un peu trop militante et un peu trop radicale. Et moi, je suis plus soft. Je pense que l'équilibre existe. Enfin, qu'il faut trouver un équilibre et une parité entre les hommes et les femmes. Et je veux pas bouffer du mec, comme on dit. Enfin, c'est pas du tout le truc. Après, bon, évidemment, on est concerné par les féminicides, on est concerné par les violences conjugales, les difficultés qu'éprouvent les femmes, qui sont de vrais sujets sur lesquels j'ai travaillé quand j'étais chez Dalloz, d'ailleurs, avec Marlène Schiappa.
sur les violences conjugales. Donc bon, voilà, c'est des sujets sur lesquels on s'est pas mal impliqué. Mais j'ai été, par exemple, à l'occasion de la réédition d'un livre de Marlène Schiappa, j'ai suggéré qu'elle fasse un petit chapitre sur et les hommes battus. Donc je vais un peu à rebours, hein. Mais qu'est-ce qui se passe pour eux? Et ça existe aussi. Où vont-ils? Comment ça se passe? Ils peuvent pas aller pour des... Alors, bien sûr, je suis la première à dire qu'il faut créer des foyers pour les femmes battues battues. Enfin, en tout cas, des refuges où elles puissent se rendre quand elles ne peuvent plus rester chez elles. Ou à l'inverse, d'ailleurs, trouver des refuges pour que les hommes violents quittent le domicile, ne soient pas tentés d'y retourner parce qu'ils sont accueillis quelque part. Et qu'on laisse femmes et enfants à la maison, dans leur environnement, voilà. Et de la même manière, bon, question à se poser pour les hommes, etc. Donc, je suis un peu comme ça, moi. Ce qui fait qu'avec Arsinoé, ma nièce, qui a un nom de théâtre, hein, du misanthrope, on a des débats sur ces questions-là, le patriarcat, l'égalité, vraiment, l'égalité homme-femme. Elle est très concernée par ça. Après, voilà, c'est pas moi qui ai été en charge particulièrement de lui expliquer ce qui se passerait dans son corps au moment de la puberté, les règles, les relations amoureuses, enfin, la relation sexuelle, la protection, se protéger, comment, etc. Alors, on parle d'amour toutes les deux. Voilà, on parle d'amour et de poésie. Elle fait du théâtre aussi, hein. Ça aide. Bon, on parle beaucoup de relations amoureuses, mais comme on se confie à une tante. Voilà. Après, alors, si je devais donner des règles, ben, je pense que... Des non-règles, des règles dont on ne veut plus. Ah, ben, ne pas se laisser faire, ça, c'est sûr. Bien sûr, enfin... Mais... Alors, attends, faut que je réfléchisse quand même. Bon. Veiller à ce que dans les entreprises à travail égal, salaire égal, veiller à la prise en compte de la situation des femmes en congé de maternité, enfin, enceintes et congé de maternité. C'est... Ouais, bah. Veiller aussi à ce que celle-là ne soit pas pénalisée à la suite d'un congé de maternité. On peut avoir des enfants et vouloir retrouver sa place, c'est ce qui se passe, hein, mais voilà, enfin... Veiller à établir une confiance et donner aux femmes le rôle qu'elles doivent avoir. Enfin, en tout cas, ne pas les priver de leur rôle social par leur rôle de mère ou leur rôle familial. Alors après, ne pas se laisser faire d'une manière générale. Bon, après, faire gaffe aussi. C'est vrai que j'ai toujours un peu peur d'une agression, de la violence dans Paris le soir quand elle sort. Je suis pas tranquille. Voilà. Bon, je pense que c'est toutes les mères et toutes les tantes qui sont proches des enfants ont cette inquiétude à un moment donné. J'essaye de me rassurer en me disant elle saura se défendre, mais enfin bon, voilà. Non, j'ai pas plus que ça. Il me vient pas vraiment d'exemple. Peut-être que, je sais pas. Je manque d'imagination, j'en sais rien. Je sais pas. Tu as des idées? Non, ce que tu dis, c'est important sur le fait de pas se laisser faire. Je pense que c'est vraiment la clé. Voilà. Alors ça, de ce côté-là. C'est bon, elle est armée. Pour tout te dire, mais vraiment. Vendredi dernier, je lui ai dit qu'elle était un modèle pour moi, tu vois. Donc... Et je ne suis pas du genre à me laisser faire non plus. Mais oui, il y a... oui, voilà. Mais après, c'est en particulier, elle est militante, féministe. Ce que je trouve... enfin, je trouve il en faut. Elle est étudiante encore ou elle... Elle est étudiante. Ouais. Il faut des gens... Il faut des féministes affirmés et militants. Après, moi, j'aime pas ce qui est militant.
Voilà, de manière générale, j'aime pas les dogmes, j'aime pas qu'on fasse pas la part des choses, j'aime pas qu'on répète un discours un peu convenu. Bon, elle a 20 ans, elle est engagée là-dedans, moi aussi, j'ai eu 20 ans, moi j'étais communiste. Alors, bon, hein, c'est bien aussi. Ça fait vachement plaisir à mon père. Mais heureusement que je l'ai été. Enfin, je veux dire, ça me semblait complètement dingue de pas être pour un partage, l'égalité. Enfin, je sais pas, que j'ai découvert le principe, j'avais 18 ans, j'ai trouvé ça génial. Bon. Donc, heureusement qu'elle est inscrite dans cette démarche aujourd'hui. Moi, je trouve que notre génération, en tout cas la mienne, a bénéficié de toutes nos sœurs, hein, de militantisme de nos sœurs, les féministes, dans les années 70. Puis après, nous, on s'est inscrite dans le mouvement On s'est laissé vivre, Peace on and a Love. profité. Ouais, Le féminisme n'existait plus. Le féminisme n'existait plus grâce à nous, parce que c'était fait. Or, c'était loin d'être acquis. Et on n'en avait pas conscience. Et on n'en avait pas conscience. Et heureusement que cette génération-là, probablement toi aussi, mais C'est ça. Et on n'en avait pas conscience parce qu'on est rentré sur le marché du travail à égalité avec les hommes. Théoriquement. Au début, ça allait. Au début, à 23 ans, t'as pas encore de différence sur les salaires. Si. Enfin, moi, il y en avait. Dans le milieu juridique, moi, j'ai 20 ans avait... de plus que toi. Ouais, d'accord. Je pense qu'on parle de... Ouais, justement, c'est là où c'est bon de voir que ça a changé. Donc, au début, pour toi, pas de changement, pas de différence. Et après, ça... Il y a l'effet des grossesses, il y a ce qu'on demande à une femme qui est pas acceptable au vu du fait qu'elle a la charge d'élever les enfants. Et le fait de demander la même chose aux hommes et aux femmes, au bout d'un moment, n'a plus de sens. C'est ça. Exactement. Et ça, ne pas accepter ça. Enfin, je pense que... Mais je crois que les hommes en prennent conscience aussi. Et ils ont aussi, de leur côté, franchi un peu, cassé un tabou, brisé un espèce de tabou de l'homme chasseur, au mammouth, machin, qui part pour nourrir sa famille, la défendre contre vents et marées. Les hommes acceptent aujourd'hui de dire qu'ils ont de la tendresse pour l'éducation des enfants, qu'ils aiment rentrer, donner un bain. Enfin, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'on a des hommes qui aujourd'hui parlent plus facilement de leur rôle de père qu'autrefois. Le père, autrefois, c'était le père, c'était l'autorité. Oui. Non ? Donc peut-être aussi que ça contribue. Je pense que le travail doit se faire des deux côtés. C'est pour moi extrêmement important que les hommes soient valorisés dans leur nouveau rôle et qu'on les lapide pas sur l'autel du féminisme, tout en évidemment refusant nous-mêmes d'être vilipendés ou maltraités, évidemment. Mais que chacun retrouve un nouveau rôle, un nouvel espace et qu'on aide. On n'y arrivera pas l'un sans l'autre, en fait. Je dis une chose très convenue, mais il faut faire accepter aux hommes leur nouveau rôle pour que les femmes prennent le leur. Ouais, c'est ça. Aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses à faire. Parce que c'est vrai, on peut s'occuper que des femmes. Mais, peut-être qu'il y a un podcast à faire sur l'andropause, dont j'ignore tout, hein. Je parle d'andropause, je sais pas ce que c'est, en fait. Tu sais, toi? L'andropause, c'est une baisse de la testostérone. Oui, bah. Pour certains hommes, peut aller plus vite que pour d'autres. Oui. Et qui crée des dysfonctions érectiles. Oui. Parfois même des bouffées de chaleur. Ah! Un tableau qui peut un peu ressembler à celui de la ménopause de loin, on va dire. Et souvent une remise en question des hommes sur leur virilité, sur leur place, tout ça. Facile non plus. Non. Ok. Et tous, ils sont tous sont sujets à l'andropause ou pas du tout? Parce que nous, on est toutes soumises à la ménopause. Non, parce que si la baisse de la testostérone se fait de façon très faible et très progressive, c'est ça. Finalement, il se passe rien avant 70-80 ans et donc ça se voit plus. C'est quand ça arrive à 45-50 ans que c'est choquant pour un homme. Bien sûr. Ce qui me marque dans tout ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses, hein, j'ai tout aimé, mais sur la ménopause au travail, c'est ça qui m'a beaucoup marqué, c'est à quel point tes copines qui sont confrontées à la ménopause et qui le vivent pas de la même manière que toi, parce que toi, t'as une histoire particulière, arrivée très tardivement et très, très longue et pénible pendant longtemps, veulent surtout pas en parler au bureau parce qu'elles savent que c'est pas un espace, pas un safe place pour elles. Elles y croient pas qu'on puisse transformer cet espace-là en un safe place. Elles pensent que ça n'arrivera pas, même si on se met à mettre en place des politiques RH, elles y croiront jamais. Il faut vraiment faire un énorme travail sur l'image de la femme ménopausée.
Bah, bien sûr, il y en aura qui participeront au truc parce qu'elles sont courageuses, militantes, enfin, et puis braves, et puis qu'elles comprennent la cause. Mais d'une manière générale, c'est tabou, tu vois. Et c'est tabou parce que ça trimballe une idée de vieillissement, de femme âgée, pas désirable. Ça entame aussi peut-être le côté sexy, séduction, j'en sais rien, féminin. C'est la féminité qui est touchée en fait. Moi, c'est ce que je ressens dans le truc. Et donc, vous brisez cette association à la ménopause, il faut dissocier ménopause et fait que on peut continuer à avoir une vie amoureuse, sexuelle, amicale, enfin professionnelle, épanouie, féconde, et même faire parfois autrement ou d'autres choses, puisque les enfants souvent partent à ce moment-là, on réinvente sa vie, ses loisirs, ses centres d'intérêt, faut oser, voilà. Donc, bah, tu sais, c'est souvent comme ça, hein, les plus grandes résistances, elles proviennent de ceux qu'on veut convaincre, qui sont les premiers concernés. Voilà. Moi, je pense qu'il faut changer l'image de la femme ménopausée, l'image associée à la ménopause. Et ça doit passer par des campagnes, voilà, c'est très simple, hein, de belle ou pas, j'en sais rien, mais de femmes épanouies, belle. Enfin, ça c'est encore un truc. Pourquoi belle? Mais oui, mais ce que tu fais, ça et le multiplier, bien sûr, et donner des exemples. Et Lady Gaga, bah marrant. On voudrait Sophie Marceau. On peut lui en parler. J'ai essayé, je me suis fait jeter. Direct? Ben oui, je suis allée à une signature, je lui ai parlé du podcast, elle a dit non. Ok. Bon, est-ce que tu as ce qu'il te faut? Non, il faut qu'on conclue. Moi, je suis très contente parce que c'était pas évident pour moi, étant donné qu'on fait du théâtre ensemble. J'ai attendu très longtemps avant de te demander. Et j'ai attendu le break de l'été parce que je me suis dit comme ça, on n'était plus dans l'énergie du théâtre et c'était plus facile de reconnecter sur un autre sujet que de mélanger les répétitions et ce sujet lourd et de se revoir le lendemain. Et voilà. Donc, je me dis, et là, comme c'était la reprise du théâtre, je me suis dit, bon, allez, il faut vraiment qu'on le fasse maintenant, qu'on le case. C'est vrai, je pense que tu as eu raison. Je m'en rends compte. Ouais. Moi aussi, j'avais envie de te proposer d'intervenir pour être, allez, puisque tu es sincère avec moi, je le suis aussi. Quand tu m'as dit que tu faisais ça, ce podcast, j'ai été très enthousiaste, tu te souviens, en disant que je trouvais ça génial, et je te l'ai redit. Et j'avais envie de te dire, n'hésite pas, tout en me disant, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, à chacun d'apprécier. Mais oui, je pense que c'est bien d'être sorti de ce, comment dire, de cette maelstrom d'émotions et de sentiments que nous avons vécu au théâtre ensemble, qui auraient pu peut-être un peu venir troubler ces retrouvailles en fait, parce que voilà, on se découvre, hein, on se retrouve en même temps, et c'était un très bon moment. Je te remercie beaucoup, moi aussi. J'ai vraiment passé un super moment. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Aude. J'espère que vous avez passé un bon moment à écouter cette discussion avec Sylvie. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. À très vite.